moi, je suis cofondatrice de l'organisme à but non lucratif Taisez-vous. C'est un organisme qui vise à soutenir les étudiants au cycle supérieur dans la rédaction. Donc, on a parti ça il y a 6 ans. Donc, je vais vous en parler un peu tantôt. Puis, je suis aussi parallèlement professeure au département de didactique ici, donc une collègue de Nathalie et de Laurie et de Hélène, donc plusieurs autres personnes, Annie Charon, dans vos directions de recherche. Je m'intéresse aux stratégies pédagogiques diversifiées, surtout là, mes objets de recherche, puis aussi aux activités de rédaction structurée. Donc, c'est mes deux intérêts de recherche pour le moment. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils aujourd'hui, mais on va commencer par quelques petits extraits verbatim de projets de recherche que j'ai menés qui, je pense, peuvent bien mettre la table à comment vous vous sentez. Donc, voir si vous vous reconnaissez là-dedans. Donc, je vais vous lire ça parce que je les trouvais vraiment chouettes. Un aspect qui est plus difficile, je pense, dans la rédaction, c'est le fait d'être isolé. Et en même temps, les facteurs négatifs, c'est la très grande solitude, d'être livré à moi-même beaucoup, ce qui est dur à prendre avec le temps. Pendant un bout de temps, ça va bien, et puis après, c'est dur. Aussi, un autre extrait, d'avoir un cours sur c'est quoi la rédaction efficace. Ce genre de service-là devrait non seulement être disponible, mais être obligatoire. Plusieurs étudiants nous disent là, ce manque de formation à la rédaction. C'est plate. J'ai besoin de dédier 2 heures tous les matins, idéalement, tous les 2 jours. Créer le temps, l'espace court, mais récurrent. Donc, ça, c'est un énoncé là, qui revient souvent là, dans les études que j'ai menées. Là, comment gérer son temps. Donc, j'ai demandé à mon directeur à quelques reprises de me donner des délais, de me dire clairement, d'ici la fin du mois de mai, tu m'envoies un chapitre. Moi, j'aime ça être encadré, sinon ma thèse finit toujours comme étant la dernière priorité. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces interventions-là de mes participants à la recherche? Oui. Surtout dans les premières années où on a la scolarité, ça ne va pas pire parce qu'on a des séminaires au doctorat ou des cours à la maîtrise. Bien, à distance, oui, tu as raison, pendant la pandémie, c'est difficile, mais après ça, quand on arrive dans la période de rédaction de thèse, c'est un moment très difficile et les taux d'abandon sont encore plus impressionnants dans la période de rédaction de la thèse. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, petite mise en contexte justement un peu la problématique, puis je vais vous parler d'une recherche que j'ai menée sur les habitudes de rédaction des étudiants au cycle supérieur, au doctorat précisément, cette recherche-là. Puis, je vais finir par une portion plus importante de la présentation sur des conseils pratico-pratiques pour vous aider dans votre rédaction. Donc, petite mise en contexte, c'est 40 à 50 des doctorants qui abandonnent leur programme d'études sans avoir obtenu leur diplôme. C'est vraiment malheureux. C'est pourquoi j'ai décidé vraiment premièrement, de créer cet organisme à but non lucratif-là, mais aussi de m'intéresser plus spécifiquement en menant des recherches sur ces enjeux-là. Donc, vous réalisez souvent votre parcours au-delà des délais prévus. Hein. La maîtrise, on parle supposément de 2 ans. Qui fait ça en 2 ans? C'est pratiquement impossible. C'est super difficile. D'habitude, vous vivez ce parcours-là aussi de façon solitaire. La moitié des doctorants expriment le fait qu'ils vivent une certaine détresse psychologique. Donc, on voit là, j'en ai nommé seulement quelques-unes des problématiques auxquelles les étudiants supérieurs font face. Mais, comme je vous le disais, c'est lors de la période de rédaction que les étudiants vivent le plus de difficultés lorsqu'ils sont principalement isolés. Mais c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a exacerbé la situation d'isolement qu'on peut vivre même dès le début du parcours à la maîtrise ou au doctorat. Donc, il y a aussi une quasi-absence d'occasion de se former au savoir-écrire. Donc, qui dans son parcours au cégep ou au bac ou au début de maîtrise a eu un cours sur comment écrire? Très peu. Je ne vois pas les gens à la maison. Mais c'est ça, très peu de personnes ont eu ça. Puis on vous demande d'écrire des textes de 50, 100, 150 pages alors qu'on a peu été formé à écrire. Donc, ça fait partie des problèmes auxquels on est confronté. Donc, faites-vous-en pas si vous vivez ça, ce sentiment-là oui, hein, c'est difficile. Donc, en plus de se sentir isolé, on vit en plus une certaine insatisfaction de nos compétences à écrire, puis c'est normal parce qu'on n'a pas été formé à ça. Donc, on apprend en faisant, mais ça vient avec son lot d'essais-erreurs, de confrontation avec ces directions qui disent « Ah, il faudrait faire ci, ça. » Donc, on n'est pas habitué au début. Et aussi, et ça, je l'ai entendu beaucoup dans votre introduction, la multiplication des engagements académiques. Donc, oui, au niveau personnel, mais aussi professionnel.
professionnel, vous en prenez plusieurs. Ça fait que notre tête est surchargée d'informations. On concilie nos tâches d'assistant de recherche, nos charges de cours, notre rédaction de notre thèse, de notre mémoire. Donc, ça fait beaucoup de choses à penser. Puis souvent, on a peu de place pour réfléchir et se plonger dans notre projet. Donc, je vais vous donner quelques trucs tantôt là, pour vous y atteler. Et on ressent souvent une pression de performance de toutes parts. Hein. Si notre directeur, directrice de recherche nous demande une tâche d'assistant de recherche, bien, on se sent un peu obligé de la faire rapidement. Donc, on délaisse la rédaction de notre thèse qui devient toujours la dernière priorité. Et l'isolement, on en a parlé. Donc, Taisez-vous, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif qui, en fait, commence à être parti parce que la petite histoire, c'est intéressant de le savoir juste pour que vous ayez une petite idée. C'est ma collègue Sarah Mathieu-Chartier avec qui j'ai fait ma maîtrise ici à l'UQAM, qui, à un moment donné, se sentait isolée dans le début de son doctorat. Puis, elle m'a envoyé un courriel. On était peut-être une dizaine d'amis. Là, ça vous tente-tu qu'on se fasse une fin de semaine ensemble de rédaction dans un chalet? On pourrait louer un petit chalet. Mais soudainement, on a eu comme 40 nouveaux amis de gens qu'on ne connaissait pas en 3 ou 4 jours qui nous ont écrit par effet boule de neige. Je veux venir, si tu fais ça, je veux venir. Hey, tu viendras étudier avec moi. Donc, là, on s'est dit, OK. Fait que moi, j'ai tout de suite écrit à Sarah, quand tu as des bonnes idées comme ça, tu me fais signe, on va l'organiser ensemble. Donc, on a réservé un genre de centre de villégiature, un camp scout, là, et c'était vraiment des conditions qui étaient peu favorables à la rédaction. Et je vous le raconte parce que c'est intéressant dans l'histoire, c'est que premièrement, c'était un dortoir. On était les 40 dans la même chambre, les lits superposés, là, avec des petits matelas. Donc, personne n'avait apporté de bouchons, on n'avait pas prévu le coup, des toilettes à l'extérieur, dans le froid. Donc, un petit repas comme un pain doré, là, une tranche de pain doré blanc, c'était ça le déjeuner. Donc, on a eu faim toute la fin de semaine. Il y avait plein de conditions qui faisaient qu'on n'était pas enclin à bien se plonger dans notre rédaction. Puis c'est là qu'on s'est mis à réfléchir sur toutes les conditions favorables à la rédaction. On a lu beaucoup d'articles scientifiques, puis on a fait plusieurs itérations avant d'avoir une formule plus stable des retraites de rédaction. Taisez-vous. Donc, juste pour, c'est ça, la petite histoire, je pense que ça vous aide à comprendre là, où on en est venu. Puis, on a fini par stabiliser le modèle en une retraite de 3 jours parce qu'au-delà de 3 jours, ça devient très difficile d'être focus dans une tâche qui est aussi complexe et exigeante que la rédaction. Donc, même après 3 jours, là, ça prend une journée de congé. Là, allez dîner avec votre grand-mère, c'est excellent le lendemain. Faut se ressourcer, il faut faire d'autres choses. Il ne faut pas travailler le lendemain d'une retraite. On est lessivé. On a plusieurs sites à travers le Québec, donc on essaie de varier les endroits, mais il y en a certains évidemment qui sont plus populaires parce que moins dispendieux, comme des abbayes ou des endroits qui sont donc moins touristiques, si on veut. Donc, on est une quarantaine d'étudiants à chaque fois et plus de 20 heures de rédaction sur les 3 jours et aussi, bien évidemment, des activités de ressourcement parce que c'est important de faire autre chose que de rédiger. Puis, on fait environ 16 à 18 retraites par année. Il y a aussi un espace de rédaction à Montréal, c'est sur la rue La Jeunesse, dans le quartier Villeray. Donc, si ça vous intéresse, c'est plus accessible au niveau du temps puisque c'est des blocs de 3 heures. Donc, vous réservez une plage horaire en ligne, puis vous pouvez aller rédiger dans des conditions optimales ou je vais vous expliquer, on adopte une approche qui s'appelle Pomodoro. Je vais vous expliquer comment on fonctionne un peu plus tard. Donc, il y a l'espace aussi qui est disponible. Pour ceux qui viennent un peu plus de loin, il y a des services virtuels. Donc, il y a des cohortes de rédaction d'une journée de tomates par semaine et c'est très populaire. On a commencé ça pendant la pandémie, mais finalement, on continue à utiliser ces services-là parce que c'est vraiment populaire. Puis, ça crée un certain sentiment d'appartenance parce que c'est toujours les mêmes personnes qu'on suit de semaine en semaine. Donc, on commence à se connaître. Alors, ça, c'est assez populaire. Puis, il y a aussi des ateliers qui sont faits là, par Taisez-vous. Il y a des offres d'ateliers qui sont diversifiées chaque mois. Il faut regarder l'horaire sur le site de Taisez-vous, puis il y a des offres d'ateliers. Et en ce moment, on est en train de faire un projet de recherche-action, qu'on est en train de développer une application mobile. C'est un peu comme un Tinder académique, c'est-à-dire que vous pouvez repérer sur la carte
géographique, où sont les gens qui rédigent en même temps que vous. Donc, est-ce que quelqu'un en Belgique? Vous pouvez le voir, puis vous pouvez même vous réunir peut-être dans un même café pour rédiger ensemble ou faire des liens. Là, c'est sûr que l'application est en développement, mais il y a quand même une bonne partie de l'application qui est développée. Là, on est dans la 3e année du projet sur 3. Donc, ça s'appelle Chrono. Puis, il y a aussi tout un aspect de gestion du temps. Donc, ça vous permet d'éliminer toutes sortes de distractions, donc vraiment vous concentrer. Vous avez un chronomètre, puis il y a aussi un clavardage avec les gens qui rédigent de façon synchrone en même temps que vous. Donc, 24 heures sur 24, il y a des gens sur chrono. Au Maghreb, on a des gens un peu partout. Dans la francophonie, plutôt, pour le moment, c'est plutôt francophone. Je souhaitais un peu, mais Nathalie m'avait demandé aussi de parler de résultats de recherche un peu en lien avec, là, ça va être vraiment spécifiquement sur les retraites de rédaction. Je vous ai parlé de 4 services, mais les résultats que je vais vous présenter à l'instant, c'est sur les retraites de rédaction. Donc, on a cherché à voir quelles sont les habitudes. Est-ce qu'une retraite de rédaction peut changer les habitudes rédactionnelles des étudiants et est-ce que ça a des effets sur leur motivation? Donc, on avait un petit cadre théorique. Le modèle de Murray, c'est une chercheuse écossaise. En fait, les retraites de rédaction, ça a beaucoup été bâti pour les femmes. Puis là, c'est drôle parce que je vois aujourd'hui que votre équipe de recherche est très, très, très féminine. Donc, Murray, c'est une chercheuse écossaise qui avait le souci de faire publier les professeurs dans son département des femmes qui publiaient moins que les hommes. Donc, elle a eu l'initiative de réunir les femmes pour faire des séances de... C'est vraiment axé sur la productivité, d'avoir des articles qui allaient sortir à l'issue de la retraite. Nous, on est moins dans cette perspective-là, taisez-vous, mais on s'est beaucoup inspiré là, des études de Murray. On est même allé faire une retraite de gens qui organisaient des retraites avec elle. Donc, c'est ma collègue Sarah qui est allée, où c'était vraiment chouette. On pouvait discuter avec plein de gens qui font des retraites de rédaction partout dans le monde. Puis, on est la seule initiative qui est par et pour. Ben là, je suis plus étudiante, mais au moment où je l'étais. Donc, c'était vraiment une initiative qui était faite pour les étudiants. On est la seule qui existerait pour le moment, là, à notre connaissance. Donc, son modèle à elle parle de désengagement et d'engagement. Donc, comment s'engager dans sa rédaction? Premièrement, au niveau de la compétence cognitive, c'est qu'il faut s'engager, il faut mettre la rédaction comme une tâche légitime. Et ça vient avec une part de désengagement. Comment je l'explique, le désengagement, là, de façon positive, c'est que pour s'engager dans la rédaction, il faut aussi accepter l'anxiété que peut créer le délaissement des autres tâches qui peuvent être anxiogènes. Il faut se dire, ah ben oui, j'accepte que ces tâches-là, je les ferai plus tard, mais ça vient effectivement avec une dose, des fois, de petite anxiété, là. Pour la composante physique, c'est de gérer son espace puis son temps, je vais vous en parler un peu plus tard, puis de libérer là, son environnement de travail de sources de distraction. Puis quand je parle de physique, c'est pas juste au niveau de l'espace physique des objets, mais aussi l'agenda, les fonctions, les tâches qu'on occupe. Puis, évidemment, la composante sociale sur laquelle taisez-vous joue une grande partie, là, c'est de sortir de la compétition puis vraiment aller plus dans des activités de groupe, mais tout en gardant une certaine forme de compétition saine. Pas compétition, mais comment je pourrais dire? C'est vraiment à ne pas sous-estimer l'effet que ça fait d'être en groupe pour rédiger. Juste le fait de voir que l'autre personne à côté de nous est pas en train de procrastiner. Ah, elle a l'air de travailler. OK, je vais travailler. Ça nous donne une certaine motivation personnelle à voir les autres en train de travailler. Des fois, ça peut jouer difficilement aussi sur notre sentiment de compétence parce que tout le monde a l'air de savoir tout le temps quoi faire. Puis moi, je suis dans une passe difficile en ce moment. Mais bon, c'est l'occasion, lors des pauses sociales, de discuter de ça, puis de dire, hey, vous autres, vous avez l'air de tout, vous taper, puis moi, je suis figée sur tel aspect de mon cadre théorique, mais là, ça permet lors des pauses. Donc, c'est vraiment de sortir de la compétition puis d'aller plus dans un environnement sain. Puis, quand je parle de sortir de la compétition, taisez-vous, on a une valeur qui est très importante, c'est vraiment l'interdisciplinarité. Donc, c'est sûr que c'est bien de faire des séances de rédaction dans votre laboratoire, dans votre équipe de recherche, mais aussi de le faire avec des gens avec qui vous n'avez pas cette forme de compétition-là, même si c'est une compétition saine que vous avez entre vous, c'est quand même dans les mêmes
dans les mêmes revues que vous publiez, ça peut être sur les mêmes concours de bourse. Donc, le fait d'aller avec des gens que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas dans le même champ que vous, ça peut vraiment apporter une autre avenue là, intéressante à votre socialisation comme chercheur. Oui, émulation positive, oui, merci. Oui, c'est vraiment ça, une bonne émulation là, positive. Donc, je vous parle un peu de l'étude, là, sans entrer dans les détails. Ça a été une étude longitudinale qu'on a fait avec un volet quantitatif et un volet qualitatif. On avait quand même 145 personnes dans le groupe contrôle et 72 personnes dans le groupe expérimental. Le groupe expérimental étant ceux ayant participé à une retraite de rédaction Taisez-vous. Et évidemment, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que nos services s'adressent, pas s'adressent aux femmes au contraire, mais rejoignent plus de femmes. On a plusieurs explications à ça, là, mais oui, c'est ça. Les hommes voient moins la nécessité de se regrouper aussi. Il y a plusieurs éléments qui font que les femmes s'intéressent plus aux activités Taisez-vous. Et le volet qualitatif, là, on avait 15 participants dans chaque groupe, dans plusieurs domaines de champ d'études, autant les sciences appliquées que les sciences humaines. Donc, quels sont les besoins qui ont été exprimés par les doctorants? Et là, c'est vraiment juste des doctorants, par exemple, pour l'étude. En sciences appliquées, ils ont souvent des laboratoires de recherche où ils vont travailler physiquement, par exemple en biologie ou en chimie, pour collecter leurs données, alors que nous, on est isolés souvent à la maison. Donc, un premier élément qui est ressorti dans notre étude, c'est de changer son rapport au temps et à l'espace. Les étudiants dans les deux groupes. Pour cet élément-là est vraiment lié à l'aspect physique. Je vais essayer de le lier un peu au modèle de Murray que je vous ai présenté. Donc, il y avait des différences significatives là, au niveau de briser, d'utiliser des méthodes de rédaction. Donc, une étudiante nous dit certaines, mais c'est sûr que ça a beaucoup influencé mes réflexions sur ce domaine, par exemple. Je connaissais la technique Pomodoro, je l'utilisais à l'occasion quand j'avais besoin de focusser sur une tâche, mais souvent, ça paraît et ça venait. Là, c'est bien intégré. Je dirais court et moyen terme, je ne pense pas arrêter cette technique. Donc, les étudiants, quand même, du groupe expérimental, vous voyez, c'est en vert. Je m'excuse, la légende est petite, là, mais en vert, c'est le groupe expérimental au temps 1, temps 2 et temps 3. Donc, on voit que ils ont réussi à utiliser les méthodes qu'on leur proposait en retraite. Dans notre recherche, par exemple, on a vu qu'au temps 3, puis même sur du long terme, on perd les habitudes de rédaction qui ont été acquises. Donc, de là, l'intérêt de revenir fréquemment ou de se refaire un groupe de soutien qui, OK, on fait cette méthode-là. Donc, souvent, il faut revenir parce que ce sont des habitudes qui se perdent là, si on ne fait pas souvent, si on ne se fait pas souvent dire il faut faire telle façon, telle façon. Une des raisons pour lesquelles on a de la misère à recruter les hommes en sciences appliquées, surtout en génie, c'est qu'eux pensent qu'ils n'ont pas besoin de ces services-là. Là, je ne parle pas à travers mon chapeau, c'est vraiment notre collaboration avec la personne de l'ETS qui nous a aidés à recruter puis qui souhaite donc que ces étudiants participent plus. Et on ne voit pas la nécessité de se regrouper. Donc, effectivement, ceux qui participent, il y a un certain biais par rapport à ça, sont plus intéressés à adopter des méthodes de travail. Oui, tout à fait. Par rapport à inscrire la rédaction à son agenda, une étudiante nous dit ça, c'est vrai, quelque chose par rapport à l'agenda, ça, c'est vrai, de planifier des séances, c'est vrai que j'ai acquis ça. Comme là, justement, comme je disais, j'ai imprimé mon calendrier, puis là, j'ai noté tous les moments où j'allais pouvoir travailler sur ma thèse, identifier des moments précis. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai acquis avec mon implication avec Taisez-vous. Donc, ce qu'on fait en retraite, c'est qu'on demande aux personnes d'identifier des objectifs précis de rédaction, de s'y tenir. Donc, certaines personnes ont réussi, là, notamment dans le groupe expérimental, à poursuivre surtout au temps 2, donc le jour après la retraite, bien motivé avec des objectifs. Oh, ça redescend un petit peu là, un an après la retraite. Et donc, encore là, un peu différemment par rapport à se fixer des objectifs de rédaction. Ici, c'était inscrire la rédaction à l'agenda, puis ici, se fixer des objectifs. Donc, on a sensiblement les mêmes résultats. Je vais pas élaborer là-dessus.
Puis, par rapport un peu à l'aspect social du modèle de Murray, donc les étudiants nous ont dit que là, on peut quand même vraiment voir que les étudiants, même 1 an après la retraite, ceux du groupe expérimental, ont probablement gardé des liens ou se sont créés d'autres réseaux avec d'autres personnes, pas nécessairement de cette retraite-là, mais ont réussi à se créer un sentiment de communauté avec des étudiants qui rédigent. Donc, ça, c'est pas banal, c'est un résultat que je trouve vraiment intéressant. Puis, apprendre aussi à renouer avec son sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est une de mes étudiantes au doctorat qui a travaillé spécifiquement sur cette question-là avec les données de mon projet de recherche. Puis, elle a publié un article là-dessus, donc vraiment sur l'autorégulation. Donc, les résultats sont parlants parce que ça concerne vraiment spécifiquement l'efficacité personnelle d'autorégulation en écriture. Puis, ça montre la différence significative entre le groupe qui a participé aux retraites et ceux qui n'ont pas participé à des activités collectives de rédaction. Donc, pour des questions plus précises, il va falloir parler avec Mme Vincent, mais c'est pas mal ça. On voit quand même, là, les résultats sont assez frappants là, pour le groupe expérimental qui est en la ligne noire, puis la ligne grise qui est le groupe contrôle qui reste un peu plus stable. L'autre ligne un Writing Self-Regulation Score un peu plus élevé là, dans la figure de droite. De toute façon, vous pouvez aller lire son article aussi dans Teaching in Higher Education si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est un résumé un peu de tous les résultats qu'on a eus. Là, je vous ai mis en façon un petit peu plus vulgarisée. Donc, on est parti du modèle de Murray, puis on a essayé d'ajouter vraiment, pour spécifiquement les retraites, taisez-vous, ce que ça donnait. Donc, on a mis les retraites au centre, puis vous voyez les 3 composantes, là, cognitives, sociales et physiques. Et ce que ça donnait les retraites, puis je trouve que ça, c'est quand même un bon résumé. Donc, pour la composante physique, bien, ça nous a permis de réserver 3 jours à notre agenda parce que rédiger pendant 20 heures, je ne sais pas si vous, là, c'est à 1 heure ou 2 par semaine, comme vous le disiez, bien, ça prend du temps. Mais s'offrir un 3 jours, c'est se faire un cadeau, puis de se réserver du temps consécutif de rédaction où on est focus et on peut rentrer dans un... On a même, un de nos résultats de recherche a démontré que la retraite permettrait d'entrer dans un sentiment de flow, c'est-à-dire le flow, c'est vraiment comme un sentiment un peu euphorique là, de rédaction qui va bien. Pardon? Méditatif, je n'ai pas lu ça comme ça, mais vraiment comme on est heureux, c'est plaisant d'écrire. Donc, le writing enjoyment est relié aussi au sentiment de flow. De profiter d'un environnement favorable, de s'exiler aussi, hein, parce que ça a été démontré que les lieux différents de ce que vous vivez généralement dans votre quotidien peuvent avoir un effet positif sur votre créativité, etc. Puis le fait de s'exiler, de se fixer des objectifs. Pour la composante cognitive, de se libérer de nos responsabilités quotidiennes, on donne même la suggestion aux étudiants, puis vous pouvez le faire là, quand vous faites vous-même une journée de rédaction par vous-même, de dire « Ah, je vais envoyer un petit message automatique qui dit qu'aujourd'hui, je suis en journée de rédaction. » Mais des fois, ça vous aide à diminuer votre sentiment d'anxiété, le fait de ne pas regarder vos courriels puis de ne pas répondre aux urgences qui peuvent arriver. Ça peut vous aider. Aussi de légitimer la rédaction aux yeux de votre entourage. Donc, de s'offrir ce cadeau-là, puis de dire à votre conjointe ou les enfants, je m'en vais en retraite, je ne fais que ça pendant 3 jours, j'irai pas chercher les enfants en garderie ce soir. Hein? Donc, voilà. Adopter un rythme de rédaction soutenu aussi. Puis, pour la composante sociale, appartenir à une communauté qui partage les mêmes réalités puis des défis similaires. C'est ce genre de discussion-là qu'on voit à l'heure du midi tout le temps. Là, on partage nos difficultés puis nos bons coups aussi. Puis briser l'isolement. Quelques petites recommandations pour améliorer le soutien. Donc là, je parle à vos professeurs ici dans la salle, dans l'équipe de recherche. Hein? J'ai 4 petites recommandations, si je ne me trompe pas. Oui, 4. Donc, il faut vous aussi que vous soyez conscient que vos étudiants, s'ils veulent prioriser la rédaction, bien, ils doivent dire non à certaines autres tâches par la bande. Il faut les former à la rédaction et soutenir la rédaction dans le temps, puis offrir des environnements solidaires, interdisciplinaires et interuniversitaires. Donc, ce que je comprends dans votre équipe de recherche aussi, c'est qu'il y a différentes universités, vous êtes plusieurs professeurs, donc de profiter des expertises de tout le monde pour peut-être organiser des petites retraites, ça pourrait être intéressant.
On rentre dans la partie un peu plus pratico-pratique de ma présentation. Donc, pourquoi on voudrait se préparer à la rédaction? Lorsqu'on envoie un courriel aux étudiants pour venir à une retraite de rédaction Taisez-vous, on leur dit ayez en main les articles scientifiques que vous souhaitez synthétiser ou on veut vraiment que l'accent soit mis sur la rédaction. Donc, de faire les autres tâches avant, ça peut être une bonne façon. Donc, pourquoi on voudrait se préparer? Bien, pour être moins stressé, pour se dédier vraiment à la rédaction, limiter la procrastination, pour aussi planifier des pauses et en profiter de ces pauses, ne pas toujours être dans le « Ah, j'aurais dû travailler plus, j'aurais dû travailler plus. » Hein? Et afin de s'engager dans la rédaction plus concrètement. Donc, comment on fait ça? On utilise la technique Pomodoro, puis là, c'est pas seulement en retraite. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien par vous-même, même si vous avez 2 ou 3 heures à mettre sur votre rédaction pendant la journée, vous pouvez l'utiliser. Parce que souvent, on est dans un cycle de rédaction là, qui est pas très positif. C'est une petite blague à gauche. Là. On est désespéré, on regarde ses courriels, on regarde Facebook, on a besoin de plus de café, on va aller partir une prochaine brassée de lavage. Hein? Ça, c'est le cycle de la procrastination. Donc, comment faire pour faire ça? C'est de se limiter à 10 minutes seulement de procrastination par heure. Ça vient d'une méthode qui a été développée par Francisco Cirillo, qui travaillait, lui, pour les travailleurs autonomes. Ça avait une méthode qui partait de 25 minutes de rédaction, de travail autonome et 5 minutes de pause. Mais avec notre expérience et ce dont on a développé puis lu dans les articles, pour atteindre une espèce de concentration plus profonde là, que requiert la rédaction scientifique, en 25 minutes, c'était pas possible. Puis ça se peut que vous, ce soit aussi 1h30, ça se peut. Ça se peut que ça soit 35 minutes. Donc, c'est de trouver votre propre Pomodoro. Nous, on l'a changé un petit peu pour mettre ça cute avec une tomate, parce que ça vient de la petite tomate sur le fourneau là, des Italiens. Francisco Cirillo est italien. Donc, pour 25 minutes qu'on fait cuire des pâtes et après, ça sonne. Donc, on a adopté la petite tomate, nous, pour parler de la méthode, de la technique Pomodoro. Donc, il faut l'adapter à ce que vous êtes capable de faire. Puis, c'est une technique qui peut aussi, à force de l'utiliser puis de l'employer, vous pouvez allonger les périodes de travail. Vous avez peut-être vu sur certaines photos, mon collègue à la retraite, Christian Bégin, qui a travaillé beaucoup sur les capacités cognitives, etc. Puis, lui disait que, par exemple, au début de sa carrière, il pouvait se concentrer que 15 à 20 minutes, puis à la fin, il était rendu à plutôt 1h30. Donc, ça s'entraîne aussi. Peut-être certaines personnes spécialistes du cerveau pourraient expliquer davantage. Non, elle n'est pas sûre. OK. Ben, lui, il me disait que on pouvait s'habituer à se concentrer plus longtemps. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Puis en perdre aussi. Puis en perdre. OK. Donc, voilà comment ça fonctionne. On a aussi une autre façon de procéder, c'est qu'on demande aux étudiants de se fixer des objectifs SMART. Ça, c'est une méthode en gestion, les objectifs SMART, mais nous, à Taisez-vous, on est tout le temps, on veut faire spécial. On a rajouté SMARTER. Donc, c'est important de se fixer des bons objectifs, mais il faut aussi les évaluer et se réajuster. Donc, lorsqu'on a fait, par exemple, une journée de rédaction, même c'est suffisant, ou une semaine, puis qu'on voit qu'on est toujours déçu parce qu'on n'a jamais réussi à atteindre nos objectifs, mais c'est peut-être parce qu'ils étaient trop ambitieux. Donc, il faut se réajuster fréquemment, s'évaluer et se réajuster pour ne pas être tout le temps en sentiment d'être déçu de soi-même. Donc, c'est vraiment ça qui est important, là. Bon, donc, des exemples à ne pas faire là, pour écrire des objectifs. Mieux définir le concept de rédaction, ce ne serait pas un bon objectif, c'est beaucoup trop large. Avancer sa thèse, c'est encore pire. Hein? Avancer la section 2, trop large. Donc, il faut des objectifs plus concrets. Extraire les définitions du concept de rédaction dans des textes de Paul, Jeanne et Jacqueline. Donc, ça, c'est un bel objectif, peut-être pour 2 ou 3 Pomodoro. Rédiger la conclusion cette semaine? Non, trop large. Rédiger le premier jet de la section 7.5 de ma discussion à partir du tableau comparant les écrits recensés et mes résultats, plus ou moins 3 paragraphes. Ça, c'est un objectif qui répond beaucoup mieux. Et là, je vais très vite. Aujourd'hui, je ne vais pas dans les détails, mais tu sais, chaque mot là, vient avec une petite définition spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Donc, ça, c'est beaucoup plus précis dans le temps. On peut savoir si on l'a atteint.
Donc, il faut vraiment se donner le défi de rédiger des objectifs qui sont plus smart. Donc, et on le colle sur notre petit laptop. Ici, là, on s'y tient à ça. Donc, si on est en train de lire un autre article, puis un autre article, puis un autre article, puis on est rendu à écouter des vidéos de chats sur YouTube, c'est peut-être parce qu'on n'est plus en train de faire notre petit post-it. Donc, il faut vraiment s'y tenir. Plus ils sont précis, plus on arrive à s'y tenir. Parce que rédiger la conclusion, c'est sûr, vous allez dire, oh, peut-être je devrais aller lire des conclusions de d'autres thèses. Là, vous partez, ce qui est bien en soi. Mais il faudra un objectif qui dise, pendant 50 minutes, aller lire les conclusions de 3 thèses exemples. Ça, c'est un objectif précis. Mais pas rédiger ma conclusion, puis là, commencer à aller partout, on s'y perd. Eh bien, on a développé ce beau petit tableau que j'adore, qui est disponible sur le site de Taisez-vous. C'est vraiment un des plus beaux outils que je trouve qu'on a développé. Donc, dans une phase de rédaction, en fait, il y a plusieurs phases lorsqu'on rédige. Hein? On peut être dans la phase d'exploration, on peut être dans la recension, dans la préécriture, dans l'écriture, la réécriture ou la révision. Et voici des mots, des verbes qui peuvent vous aider à rédiger vos objectifs SMART, dépendamment de la phase de rédaction dans laquelle vous êtes rendu. Puis en bas, c'est la petite phrase clé, là, le canevas de l'objectif. Donc, d'ici le 22 décembre, je vais hiérarchiser les concepts et pour rédiger telle section de mon camp théorique, par exemple. Donc, il faut être assez précis. Donc, le verbe, le quoi, puis le quand et combien de temps. Et un autre petit outil de planification hebdomadaire, c'est un petit calendrier que Taisez-vous a développé où vous pouvez inscrire vos objectifs. Puis en bas, vous avez comme des petites tomates à colorier en rouge. Là, vous pouvez dessiner des petites tomates. Ne jamais sous-estimer le bonheur que ça procure de colorier la petite tomate en bas, en rouge. Vous pouvez faire une petite feuille. C'est le fun. Vous pouvez vous donner des récompenses. Par exemple, vous aimez ça, aller promener votre chien. Quand ça fonctionne bien, vous vous dites, si aujourd'hui, c'est sûr que là, j'espère que votre chien va être promené quand même si vous n'avez pas atteint vos objectifs. C'était pas un bon exemple. Quelque chose d'autre, là. OK, oui. Donc, donnez-vous des récompenses. Cet été, à l'école d'été de rédaction au doctorat, il y a une étudiante qui s'était imprimée un mandala. Puis à chaque fois qu'elle atteignait un objectif, elle dessinait une partie de son mandala. Donc, ça dépend de vos loisirs, vos intérêts. Là. Trouvez-vous une façon de vous récompenser. Dernière petite méthode, Kanban. Donc, ça, c'est le fun quand on est plusieurs, même si vous avez un laboratoire de recherche, par exemple, ou sinon, vous pouvez le faire en ligne dans votre équipe de recherche, de partager vos objectifs entre vous. Donc, faire un tour de table au début si vous faites une séance de rédaction collective. De mettre physiquement, vous voyez à droite, l'étudiant dans une retraite de rédaction, Taisez-vous, il est en train de mettre ceux des autres. Donc, on fait 3 colonnes. Le à faire. Le en cours, moi, je ne l'utilise pas tant que ça, le en cours, la colonne en cours, parce que je viens plutôt le mettre à côté de moi. Je le prends physiquement du mur, puis je le mets à côté de moi, puis je suis en train de faire celui-là. Quand il est complété, je vais le porter à droite. Donc, c'est des fois, quand ça va moins bien pour nous une journée, de voir que les autres, on a avancé collectivement, puis on a réussi à quand même à avancer, ça peut être intéressant. Ça peut procurer aussi un petit certain inconfort si tout le monde a déplacé beaucoup de papier, puis pas nous. J'ai fait plusieurs retraites Taisez-vous, j'en ai animé plusieurs au début, puis s'il y a vraiment quelque chose de le fun aussi, de discuter de ton projet de recherche en sciences d'éducation avec un gars en anthropologie ou avec une fille en sciences infirmières, ça apporte comme des choses, des discussions vraiment différentes de ce qu'on peut avoir dans notre cercle, quand même fermé de gens avec qui on côtoie d'habitude. Mais effectivement, pour du quotidien, je pense que tu as raison avec des gens avec qui tu as des affinités, puis tu as envie d'en savoir plus sur leur vie, puis mieux les connaître. Ça peut être une excellente façon de faire. Puis chez moi aussi, mes étudiantes graduées, ils font ça. Ceux qui s'entendent bien ensemble, ils se rejoignent, ils s'écrivent sur Teams. OK, demain matin, de telle heure à telle heure, on fait des tomates, puis font ça sur Zoom parce qu'elles habitent à différents endroits dans le Grand Montréal. Je pense que c'est correct aussi, mais le fait d'être diversifié, ça apporte aussi d'autres choses, je trouve. Là. Puis la réalité commune qu'on a ensemble, c'est le fait de tous faire de la rédaction. Puis ça, c'est quelque chose que notre entourage puis les autres personnes qui nous entourent ne connaissent moins. Puis là, de se réunir avec des gens qui
vivent la rédaction souvent de façon malheureusement douloureuse. Des fois, c'était ça le point commun, en fait, c'est que tout le monde vit la rédaction au quotidien, même si les objets de recherche sont différents ou les réalités sont différentes. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une connexion là, dans les retraites. On fait un questionnaire d'appréciation, puis les gens nous ont souvent dit ça m'a fait du bien de sortir de mon labo parce qu'on n'a pas juste parlé de nos projets en cours, j'ai vraiment plongé dans mon projet à moi avec, tu sais, j'ai parlé de rédaction seulement et non pas de tout le travail puis les autres projets en cours. Je ne crois pas qu'il y a un risque à ce que vous le fassiez en équipe, mais je pense que les deux, c'est bon aussi. En équipe, il faudrait juste que vous vous disiez, justement, par exemple, on fait telle affaire, on se donne des objectifs communs de rédaction. Soit que vous travaillez sur un article commun, ou soit que tout le monde travaille sur son projet de mémoire ou de thèse. C'est à vous de décider, mais c'est sûr que si vous faites une retraite de rédaction, moi, je vous encouragerais à ne pas faire de correction, pas faire de courriel, pas faire les autres tâches qui, au quotidien, ne vous permettent pas de faire votre rédaction. Je pense que ça prend une grande capacité d'autorégulation. Puis ça, c'est l'effet de groupe qui le fait. Parce que moi, à chaque fois que je suis en retraite, j'ai jamais pris mes courriels. Je le faisais le soir. Donc, je respectais parce que si on ne le fait pas, ben on n'avance pas autant qu'on voudrait. Il faut vraiment s'autoréguler puis le faire. Je pense que si vous avez cette discipline-là comme équipe de recherche, puis que vous nommez un leader qui n'est pas obligé d'être un professeur, là, ça peut vraiment être un étudiant qui a envie de prendre le leadership. Ça peut être quelqu'un de différent chaque jour qui gère les pomodoro. C'est la pause. OK, c'est beau, on arrête de jaser, on reprend. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Nous, à l'Espace Taisez-vous, c'est des bénévoles étudiants qui gèrent toujours les pomodoro. Les animateurs des retraites aussi, c'est des étudiants, toujours, qui le font. Ça ne prend pas une grosse capacité de gestionnaire d'équipe, là. C'est la pause, c'est la fin de la pause. OK, groupe, on s'en va jouer au basketball, ça va être vraiment drôle. Puis offrez-vous ce luxe-là. Oui, des casse-têtes. Il y en a qui font de la course à pied, il y en a qui font des sports d'équipe, du frisbee. Tout le monde se trouve son petit plaisir dans les pauses. J'avais pas mal terminé. Il y a quelques références si ça vous intéresse. Donc, ce que je retiens, en fait, c'est que c'est important, selon ce que les étudiants nous ont dit en cours de discussion, que le groupe qui organise la recherche ne mette pas du tout l'accent sur la comparaison sociale. C'est ça. Puis c'est ce que je sens, c'est que certaines sont plus sensibles à ça. Donc, il faut, en tout cas, je nous vois organiser ça comme équipe, mais vraiment, je vais utiliser le terme le plus... moi, j'ai défini dans un article, mais qui est fourre-tout, que tout le monde utilise. Il faut être vraiment bienveillant, dans notre façon de gérer ça, puis dans notre façon de s'accueillir dans ce qu'on est dans la rédaction. Puis peut-être aussi que c'est bon de donner des exemples de défis, que ceux qui trouvent ça difficile puissent s'identifier à d'autres qui trouvent ça difficile. Oui. Qu'on n'ait pas l'impression qu'on est tout seul à avoir de la misère à écrire, Oui. Puis je pense que ça doit pouvoir créer ça si on a un bon groupe de soutien social où les gens sont bienveillants entre eux.